Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. L'idée, c'est de plonger directement dans les données économiques brutes pour déconstruire, de manière totalement impartiale, pas mal de mythes qu'on entend tourner en boucle sur le budget de l'État. On va essayer de dépasser les discours un peu simplistes qui cherchent des boucs émissaires pour vraiment comprendre comment fonctionne la mécanique fascinante de notre interdépendance économique à l'échelle nationale et mondiale. Pour ça, on va suivre un cheminement très clair. On va d'abord confronter les vrais chiffres de notre déficit budgétaire, puis regarder concrètement ce que les données disent sur l'impact de l'immigration, avant d'élargir le cadre vers l'économie globale pour comprendre l'illusion de l'autarcie, et enfin, l'importance vitale d'investir dans la stabilité mondiale. Alors commençons par le premier point, ces fameux mythes autour du déficit. Dans le débat public, on entend très souvent des discours qui ont tendance à rejeter la faute des problèmes budgétaires sur des groupes isolés, et bien souvent sur les populations les plus précaires ou migrantes. Sauf que quand on pose les mathématiques sur la table, l'histoire est tout autre. On focalise souvent le débat sur un chiffre, disons 20 milliards d'euros de prestations, qu'on présente comme le cœur absolu du problème. 20 milliards, c'est énorme dans l'absolu, on est bien d'accord, mais à l'échelle d'un État, ça ne représente qu'un minuscule 1,2% des 1700 milliards d'euros de dépenses publiques annuelles. Prétendre qu'on va régler un déficit en se focalisant sur cette fraction marginale, c'est en fait une distraction qui empêche de regarder le vrai tableau. Et c'est exactement ce que souligne la littérature économique. Les travaux de chercheurs comme Julien Duval montrent très bien que pointer du doigt systématiquement les dépenses sociales, ça masque les vrais mécanismes financiers de fond. Les déficits structurels, ils s'expliquent bien davantage par des choix de politique fiscale globale, comme des baisses d'impôts, des allègements de recettes, que par les cibles faciles qu'on nous présente si souvent. Du coup, ça nous amène naturellement à regarder de plus près le véritable impact de l'immigration sur les finances publiques. On met les opinions de côté et on regarde la comptabilité. Pour faire ça sérieusement, il faut s'appuyer sur des sources incontestables. Prenons le CPI qui est un centre de recherche de tout premier plan. Ils ont fait un travail titanesque. Évaluer la contribution nette de la population immigrée sur 30 années de données économiques. 30 ans de manière purement comptable, sans aucun parti pris idéologique. Et la révélation définitive de cette étude est assez stupéfiante. Sur 3 décennies, l'impact budgétaire net a oscillé entre moins 0,5% et plus 0,05% du PIB. C'est quasiment nul. En clair, les données prouvent formellement qu'à aucun moment de l'histoire récente, l'immigration n'a été la cause du déficit public. En fait, l'explication est hyper simple. C'est tout bêtement le cycle de la vie. Évidemment qu'on coûte tous plus cher à l'État quand on est enfant ou quand on vieillit. Mais pendant la vie active, la grande majorité des immigrés travaillent, consomment et paient des impôts. Ils injectent de la valeur dans le système et deviennent ainsi des contributeurs nets absolument vitaux pour le pays. Et derrière ces statistiques, il y a une réalité profondément humaine. Ce sont les véritables piliers qui font tourner notre économie au quotidien. Parfois, en écoutant certains discours, on a l'impression que seules quelques personnes financeraient le pays et qu'il y aurait une sorte d'exemption magique d'impôts pour ceux qui n'ont pas la citoyenneté. Il faut vraiment se demander si ça a le moindre sens économique. La réponse est évidemment non. La vérité, c'est que toute personne qui réside en France participe activement au système. Quand on achète une baguette de pain ou un vêtement, on paye la TVA. Mais au-delà de ça, les travailleurs étrangers constituent littéralement la colonne vertébrale de secteurs cruciaux. Sans eux, nos chantiers s'arrêteraient, nos récoltes pourriraient sur pied et nos hôpitaux ou nos maisons de retraite ne pourraient tout simplement pas fonctionner. C'est une force de travail indispensable. Mais cette idée de croire qu'on peut faire cavalier seul ne se limite pas à la politique intérieure. Élargissons la focale pour parler de l'illusion de l'autarcie. Aucun pays moderne ne fonctionne seul. Il y a cette fameuse phrase qu'on entend souvent « on donne tout et on ne reçoit rien ». Mettons ça en perspective. La France consacre environ 15 milliards d'euros à l'aide au développement à l'étranger. Ça peut paraître beaucoup, mais en face, notre commerce extérieur génère des centaines de milliards d'euros. C'est ce commerce colossal qui soutient notre industrie, maintient nos emplois et crée la richesse nationale. L'idée d'une autarcie stricte, de se suffire à soi-même, c'est un pur fantasme. On est branché sur un réseau mondial permanent. Sans l'Allemagne, notre industrie vacille. Sans le gaz de la Norvège ou de l'Algérie, on a froid l'hiver. Et sans la Chine et Taïwan, on n'a plus ni smartphone, ni électronique de pointe, ni équipements médicaux modernes. Dans le monde d'aujourd'hui, l'autosuffisance est une illusion totale. Ce qui nous amène logiquement au dernier point, et c'est capital, investir dans la stabilité mondiale. Les accords internationaux et l'aide au développement ne sont pas des pertes financières. Prenons l'exemple de l'Ukraine. On pourrait se dire que soutenir ce pays coûte cher. Mais ce n'est pas de la charité, c'est un investissement stratégique ultra rentable pour notre propre sécurité. L'Ukraine est indispensable à la sécurité alimentaire de l'Europe. Une crise là-bas, et c'est immédiatement le prix de nos céréales et de notre caddie au supermarché qui explose. C'est aussi une question de stabilité continentale de base. Et c'est exactement la même logique quand on aide des régions comme la Palestine. Apporter un soutien civil et économique là-bas, ça répond à un intérêt stratégique énorme pour nous. Ça empêche l'effondrement d'une région entière, ça limite le chaos qui mène inévitablement aux grandes crises migratoires, et ça coupe l'herbe sous le pied de la radicalisation.
C'est littéralement une police d'assurance pour la paix et la prospérité en Méditerranée, et donc chez nous. Pour résumer tout ce décryptage, la recherche économique est formelle. Je cite, « Aucun grand pays moderne ne fonctionne seul. L'économie nationale dépend d'accords européens, énergétiques, industriels et humains avec des dizaines d'États. Les discours qui prônent le repli sur soi s'effondrent purement et simplement quand on regarde les faits. Notre niveau de vie actuel dépend complètement de ce réseau mondial. » Alors, face à l'interconnexion absolue de notre quotidien, depuis les impôts qui financent nos hôpitaux jusqu'aux composants de nos téléphones et la stabilité de nos frontières, une question s'impose pour clore ce sujet. Dans un monde aussi étroitement tissé, quel serait le véritable prix à payer pour nous si on tentait vraiment l'isolement total ? On y réfléchit pour la prochaine fois. Merci d'avoir suivi cette analyse, à très bientôt.